On commence avec 15 minutes de retard, donc je ne vais pas être trop longue pour l'introduction. Je me présente, je suis Laurie Debove, je suis rédactrice en chef du média écolo et indépendant La Relève et la Peste. Je travaille sur les questions écologiques et de résilience alimentaire des territoires depuis plusieurs années avec de nombreuses associations. Je suis ravie d'avoir été invitée par les Greniers d'Abondance qui fait un travail formidable et très sérieux pour transformer les territoires. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de verrous. On a pu en explorer plusieurs durant toute la journée. Il y a eu là ces derniers mois deux temps forts du monde politique qui nous ont rappelé la fragilité de nos systèmes alimentaires et l'urgence de changer de façon de consommer. Ces deux temps forts, c'est bien sûr le conflit en Ukraine et le dernier rapport du GIEC qui dit que la France n'est pas du tout préservée des aléas climatiques. On l'a vu récemment, il y a les arboriculteurs qui sont notamment très touchés depuis plusieurs années par les épisodes de sécheresse qui s'enchaînent. Là, on vient de connaître un hiver très sec avec un déficit pluviométrique très important. Si je vous parle de météo, c'est pas par gaieté de cœur, hein, c'est parce que clairement, quand on est journaliste écologique, on est relevé sur les bulletins de Météo France, sur les prévisions climat, et on a un peu l'impression de faire gentiment le décompte avant la fin du monde. Il se retrouve que souvent, dans les occasions de crise, sont aussi des occasions de transformer nos sociétés, de regarder autrement les choix qu'on est amené à faire. Et donc, je suis entourée aujourd'hui par Dominique Paturel, qui est chercheuse en sciences de gestion à l'INRA, Jean-Manuel Bluet, qui est directeur du think tank Trajectoire depuis 2 ans et qui est un ancien de chez Nestlé, donc un reconverti, un déserteur, et Benoît Biteau, qui est eurodéputé et paysan et qui lutte à l'échelle européenne. On a beaucoup parlé de l'échelon européen aujourd'hui, donc on va pouvoir répondre à ces questions tous ensemble. Il y aura un petit temps de questions-réponses qui sera prévu à la fin de la table ronde, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et je vais tout de suite me tourner vers Dominique et je vais dire, Dominique, transformer notre système alimentaire est-il un choix économique ou politique ? Alors, pour moi qui travaille sur les enjeux de démocratie, est bien évident que la réponse, elle est politique. La faim, c'est un problème politique. C'est bien sûr des problèmes de production, des problèmes de transformation, des problèmes de distribution. On en a parlé toute la journée. Et à ça, il y a des réponses techniques qui sont extrêmement importantes. Mais ça n'empêche que les choix de comment on fait, comment on décide de faire société ensemble autour de ce sujet qui est l'alimentation, eh bien, c'est un sujet politique. Et c'est peut-être un peu ça aussi que vient nous dire cette journée, hein, c'est-à-dire qu'elle fait partie des traces qui commencent à monter et à émerger en dehors des lieux techniques, professionnels, etc., pour nous dire que l'alimentation, c'est un problème politique. Alors ça veut dire quoi? Évidemment, une fois que j'ai dit ça, c'est un peu fastoche. Je repars sur mes bases qui sont les définitions de la démocratie alimentaire. Vous allez voir comme c'est compliqué comme définition. Démocratie alimentaire, ça veut dire reprendre la main sur nos systèmes alimentaires. C'est-à-dire la boucle est bouclée et vous voyez bien qu'on tourne autour de cette question fondamentale qui est comment chacun d'entre nous, en tant que mangeur, et qu'on soit producteur, qu'on soit distributeur ou quelle que soit notre activité professionnelle, je vous rappelle que ce qu'on a en commun, c'est le fait qu'on mange. Et qu'on mange comme l'ensemble des êtres humains qui sont sur cette planète. Et donc la question fondamentale aujourd'hui, c'est comment, dans les contextes politiques dans lesquels on est, où la rupture, en particulier de confiance en direction de nos institutions démocratiques, institutions auxquelles on participe ou on ne participe pas, peu importe, sont aujourd'hui finalement assez éloignées des questions essentielles qui sont comment on trouve nos solutions pour répondre à ces questions de besoin. Donc moi, je fais partie aussi du collectif national de la sécurité sociale de l'alimentation. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Voilà. Et qui est une façon de répondre à la fois de façon très technique et en même temps surtout très politique. Justement, Benoît Biteau, avec la crise actuelle, quels sont les choix politiques qui sont faits au niveau de l'Europe et vont-ils dans le bon sens ? Il a été fait des choix politiques et ça valide complètement ce que vient de dire Dominique, c'est-à-dire qu'on est vraiment, quand on parle de souveraineté alimentaire, sur des orientations politiques, ça valide aussi et
Et Stéphane a encore été très bon. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter Stéphane, donc je le remercie encore dans sa concision de la précision de son propos. On est effectivement dans des projets politiques. Et dans la politique, ou dans la façon de faire de la politique, ou dans le champ politique, s'expriment des gens, des élus, des lobbyistes, des hauts fonctionnaires, qui pour certains sont là pour servir l'intérêt général, l'intérêt commun, et d'autres les intérêts individuels de quelques-uns. Et dans un cynisme, et moi je dis même une indécence rare, y compris dans un contexte comme celui du contexte géopolitique en Ukraine, utilisent cette situation-là pour remettre en selle le modèle agricole, les pratiques agricoles, les logiques de développement agricole, qui sont précisément à l'origine de la vulnérabilité dont vient de nous parler Stéphane. Et donc, il taille et il tape à bras raccourcis sur des avancées qui sont quand même plutôt encourageantes, comme la stratégie de la ferme à la fourchette, comme la stratégie pour la biodiversité, j'ai entendu quelqu'un qui en parlait tout à l'heure. C'est effectivement des choses qui vont plutôt dans le bon sens, mais qui vont télescoper les intérêts de ces gens-là, de ces quelques-uns qui sont dans des logiques d'après-moi le déluge. Et donc dans un cynisme incroyable. Alors que la stratégie de la ferme à la fourchette, qui annonce 50% de pesticides en moins, 20% d'engrais de synthèse en moins, 50% d'antibiotiques en moins, 25% des surfaces en agriculture biologique à l'horizon 2030, à l'échelon européen, n'est toujours pas en place, que précisément si on l'avait mise en place, on serait beaucoup moins vulnérable qu'on ne l'est par rapport à la crise ukrainienne. On est en train de dire, il ne faut surtout pas mettre en place la stratégie de la ferme à la fourchette, il faut remettre en selle le modèle productiviste, produire, retourner les jachères, remettre des pesticides sur ces surfaces où on a fait de la protection de la biodiversité à grand renfort d'argent public, remettre tout à plat, tout balayer du revers de la main pour produire sur 2,6% de surface en jachère une augmentation de production de 0,4%. Et on va nourrir l'Égypte, et on va nourrir l'Afrique du Nord, et on va nourrir le Proche-Orient avec 0,4% de production en plus. Donc quand on prend un peu de recul, quand on remet un peu d'objectivité dans tout ça, on voit bien que tout ça n'est pas dans une approche qui vise à pallier, dans le contexte géopolitique, la difficulté que rencontre le Proche-Orient, l'Égypte ou l'Afrique du Nord dans l'accès à l'alimentation, mais bien des logiques spéculatives. Et ça rejoint, encore une fois, je m'appuie sur le propos de Stéphane, ça rejoint la notion de stock stratégique. Quand on dit en France, on a un stock de 75 jours de blé panifiable pour faire de la farine et du pain en France, ce n'est pas des stocks nationaux. Ce n'est pas des stocks nationaux. Ne vous trompez pas. Ils appartiennent à des grandes entreprises privées qui spéculent. Et donc le blé qu'on met en vente maintenant, il a été acheté en juin ou juillet 2021. Moi, je suis paysan. Le blé en 2022, j'en ai pas récolté un grain encore. Il va falloir que j'attende ce que la météo, la saison me propose pour pouvoir récolter du blé. Et donc le blé, il a été acheté aux paysans il y a un an, 180 € la tonne. Sauf qu'il est bloqué par Cargill, par exemple. Moi, j'ai pas peur de donner des noms. Par Cargill, par exemple. Et que fait Cargill? Ils entretiennent ce message anxiogène qui dit qu'il va y avoir une forte tension sur le blé. Ils encouragent à retourner les jachères, qui est une réponse qui n'en est pas une, parce qu'on va augmenter de 0,4% la production, et donc ça ne va pas du tout mettre en péril leur logique spéculative. Et pendant ce temps, le blé, il est rendu à 420 € la tonne, celui qu'ils ont acheté 180 €. Et quand l'opportunité va être bonne, ils vont libérer le stock à 420 € la tonne, et le stock localisé sur notre pays va tomber à 10 jours, 5 jours peut-être, sans qu'on puisse rien faire, puisque ce ne sont pas des stocks stratégiques, ce ne sont pas des stocks nationaux, c'est des stocks privés. Et la difficulté sur l'Ukraine, ce n'est pas la quantité. Je répète pour ceux qui écoutent France Inter et tous les autres, le problème de l'Ukraine, ce n'est pas la quantité, c'est le partage. 23% du blé qu'on produit finit dans nos assiettes. 67% du blé qu'on produit finit pour 57% dans l'auge des animaux d'élevage et pour 20% dans les réservoirs de vos voitures. Je vous invite à ne plus acheter de E85, qui n'est pas cher parce que la PAC préfère payer le carburant que vous mettez dans vos voitures que de l'alimentation qu'on pourrait mettre dans l'assiette des Égyptiens, dans l'assiette des Nord-Africains ou du Proche-Orient. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et donc, tout ça pour dire, et je vais arrêter là-dessus, c'est qu'en vérité, tout ça est artificiel et que ces gens-là
ne font que de la spéculation, mais que des ressources alimentaires, il en existe, il suffit de les répartir autrement, qui permettraient de nourrir les peuples. Et la vraie, puisque tout le monde parle de solidarité, c'est là-dessus que je voulais conclure, tout le monde parle de solidarité dans ce contexte géopolitique un peu délicat. Mais la vraie solidarité qu'on doit imaginer, c'est d'aider ces pays-là à les aider à supporter ce qu'on appelle la facture alimentaire, la food bill. C'est-à-dire qu'à 420 € la tonne, c'est les émeutes de la misère auxquelles on va assister. Parce qu'à 420 € la tonne, les Égyptiens, les peuples du Proche-Orient, les peuples d'Afrique du Nord, ils ne pourront pas payer la facture alimentaire. Et c'est là où on doit être solidaire. C'est là où un organisme comme l'Union européenne doit être au rendez-vous de l'histoire par rapport à cette crise géopolitique pour accompagner ces peuples, pour qu'ils puissent payer la facture alimentaire. Mais on doit attraper le problème à la cause. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a une difficulté pour ces peuples à payer la facture alimentaire, c'est parce que certains spéculent. Et donc on doit tirer enseignement de cet épisode-là pour dire comment est-ce qu'on fait, et là il y a des réponses, mais je ne vais pas développer, pour limiter la spéculation de ces gens-là qui sont en train de mettre en difficulté le ventre, pour reprendre le propos de Stéphane, de certains peuples du monde pour servir leurs propres intérêts et leur logique spéculative. Donc, là, je me tourne vers toi, Jean-Manuel. Comment les grands groupes industriels pèsent dans ces choix politiques et que pouvons-nous faire pour les orienter vers le sens de l'intérêt général ? Oui, ça va être difficile de prendre la suite. Donc oui, moi j'ai déserté. Juste 2 mots sur mon parcours. Donc j'ai passé 10 ans dans le groupe Nestlé en France en tant que directeur du développement durable. Donc je m'occupais de plein de choses, le plastique, les engagements humains dans l'entreprise. Et une grosse partie de mon travail, c'était sur les filières alimentaires, en France et plus largement dans le monde, sur des problématiques sur le cacao et sur le café. Et donc ce dont je peux témoigner, dont on avait parlé ensemble quand on s'est parlé auparavant, c'est effectivement la difficulté pour ces énormes groupes de prendre en compte tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, puisque la boussole unique est une boussole financière. Et ça ne vous aura pas échappé. Une grosse partie de notre économie est quand même orientée vers des objectifs de rentabilité financière, et le secteur alimentaire n'échappe pas à ça. Donc est-ce que la solution est économique ou politique ? C'est la question qu'on se pose. Bien sûr, moi, ce dont je peux témoigner, c'est que c'est éminemment politique. Pour autant, je pense que ça serait dommage, et c'est une des caractéristiques peut-être d'aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu d'acteurs du monde économique, il y a peu d'entreprises représentées aujourd'hui. Je pense que c'est indispensable de les accompagner dans ce changement. Et alors comment faire pression ? Je pense qu'on peut tous, à travers notre épargne, faire pression sur où va notre épargne et comment on la flèche. Donc ça, c'est à titre individuel. Effectivement, politiquement, il y a des choix qui doivent être faits pour changer les règles du jeu, et moi je ne peux que militer en faveur de ça en ayant vu ce qui se passe de l'intérieur. Mais pour autant, je pense que ça serait vraiment extrêmement dommageable de se priver de l'impact des acteurs privés. Alors je ne pense pas forcément aux très grosses entreprises, mais à toutes les PME, les ETI présentes dans les territoires qu'il faut absolument associés à ces changements. Et je pense que le politique a pour rôle de faire en sorte que la barrière entre le monde politique des décisionnaires et le monde économique soit beaucoup plus franche. Voilà, donc la réponse est peut-être un peu moins tranchée que mes partenaires là. Je pense que le monde économique a un rôle à jouer, mais il faut que chacun reste dans sa position. Bénéficier aussi dans le monde dans les entreprises, il y a une efficacité qui est très importante, et je trouve que ça serait vraiment dommage qu'on se prive de l'efficacité des gens qui font les entreprises, à tous les niveaux, dans les usines de transformation, dans les coopératives, il y a des gens extrêmement compétents et efficaces, et ça serait vraiment dommage de ne pas les mettre au service de cette transition. Justement, toi, dans ta nouvelle vie professionnelle, tu es passé d'une échelle... d'une grosse entreprise à une échelle plus territoriale avec le collectif d'agriculteurs que tu accompagnes en Beauce. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet ? Alors, ça fait partie des choses que j'avais démarrées quand j'étais chez Nestlé, c'est-à-dire essayer de sensibiliser les interlocuteurs que j'avais dans l'entreprise à des projets territoriaux. Et là aussi, il y a une barrière qui est énorme, c'est que en fait, le fait de vouloir massifier rend la connexion, la traçabilité jusqu'à la parcelle
extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que moi j'ai pris la décision de partir et de me focaliser aujourd'hui sur ce que je pense être une des seules façons d'opérer, c'est de repartir du travail des agriculteurs, de repartir de ce qui se passe sur le territoire pour remonter sur l'histoire de produits. Quand vous regardez comment le marketing est fait dans un certain nombre d'entreprises, on raconte des histoires, et puis quand vous grattez et que vous essayez de voir ce qui se passe dans la réalité, déjà vous n'avez pas la traçabilité, donc vous êtes incapable de savoir effectivement qui a produit la matière première qui constitue les produits. Donc on est sur de la manipulation parfois des gens qui achètent ces produits. Donc moi je veux me consacrer absolument aujourd'hui à un travail qui est plutôt de repartir de la base, de ce qui est fait sur les territoires, pour aider les entreprises à se modifier et à se métamorphoser dans ce qu'on a pu décrire aujourd'hui, qui est une approche beaucoup plus conforme avec les enjeux à la fois environnementaux et sociaux qu'on a pu décrire. Tout à fait. Et du coup, cette course au gigantisme, la mécanisation et in fine la structure même du système industriel, ça se justifie par la promesse de l'agro-industrie de nourrir la population à bas prix. On l'a vu ce matin, c'était très bien expliqué par les greniers de l'abondance. Or, c'est un échec. Donc, pourquoi et comment permettre à tous les revenus d'avoir accès à une alimentation saine? Et du coup, Dominique, je te tends la parole. Oui, effectivement, à la fin de l'année dernière, j'ai participé à une expertise collective faite avec d'autres collègues chercheurs et chercheuses sur la filière de l'aide alimentaire. Nous, on considère l'aide alimentaire comme une filière, c'est-à-dire ça prend sa place et sa fonction dans le système productiviste tel qu'il existe aujourd'hui. Bon, c'est une filière qui est basée essentiellement sur la récupération des produits qui viennent de l'agro-industrie, ça c'est une première chose. Mais aujourd'hui, on est même dans une modernisation, dans une phase de modernisation de cette filière, dans la mesure où on soutient également l'achat de produits spéciaux pour la filière de l'aide alimentaire. Voilà. Dans cette expertise collective que nous avons fait, on a regardé à peu près 150 références scientifiques, des études faites également par des structures associatives, faites par des citoyens, etc. Et ce qu'on peut dire, ce qu'on peut constater, c'est que cette filière qui se dit être dans un contexte de justice sociale est là pour permettre un accès à l'alimentation en direction des femmes, des hommes, des familles à petit budget. Voilà. Et donc le constat que nous on fait, c'est que cette filière est un échec total et qu'elle ne permet pas cet accès à l'alimentation. Elle ne permet que cet encadrement, cet entourage alimentaire pour aller vers ce type d'alimentation. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'en particulier, à partir de ce constat d'échec tel qu'on le fait là, on fait cette proposition d'une sécurité sociale de l'alimentation. Alors déjà, le projet en lui-même, on y participait déjà à la réflexion. Mais c'est aussi comment ce projet peut participer à un objectif de démocratie alimentaire. Comment, à travers cette réflexion autour de la sécurité sociale de l'alimentation, alors y compris à travers les critiques qu'on peut avoir, projet paternaliste, projet qui ne comprend rien à ce que voudrait dire la liberté et le choix des produits alimentaires, etc. Enfin, tout ce qu'on peut entendre là-dessus. Et c'est pour ça que dans cette expertise, on s'appuie sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation pour faire une proposition en particulier de sortie de l'aide alimentaire avec un timing, puisque pour le coup, l'encadrement aussi de penser comment on sort de ça est super important. On se base sur le dernier rapport du GIEC, on n'a pas allé chercher d'autres références que celle-ci, et en gros on fait une proposition en disant on peut en sortir en 10 ans. Voilà, c'est-à-dire que dans 10 ans, on pourrait se retrouver dans une situation, si on mettait cette sécurité sociale en route, de suppression de l'aide alimentaire. Alors juste, je continue là-dessus ? Ouais. Donc ce que je voudrais insister pour dire sur cette histoire de sécurité sociale de l'alimentation, c'est que c'est un projet politique qui est basé quand même avant tout sur notre patrimoine collectif, à nous les Français, de la façon dont s'est construit le modèle de protection sociale et dont nous sommes aujourd'hui encore les uns et les autres couverts par ce régime de protection sociale. C'est notre patrimoine culturel et politique collectif.
D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui est approprié par une partie des parties prenantes du système alimentaire. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, après j'expliquerai un peu ce que c'est, le deuxième impact important qu'il a, c'est que je pense qu'actuellement, c'est un contre-récit politique extrêmement important, porté par le mouvement social, pas du tout relayé par les organisations politiques, pas porté non plus par les institutions publiques, et qui donc est en train de nous montrer, dans une certaine mesure, la façon dont on pourrait politiquement, ensemble, décider de reprendre la main sur nos systèmes alimentaires. La force de ce projet, c'est aussi ça. C'est de le penser comme un contre-récit politique qui s'oppose de façon très forte à toutes les solutions qu'on est en train de nous proposer, en particulier de modernisation de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, que ce soit pour l'aide alimentaire ou que ce soit sur tout un tas de choses. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon je vais me perdre. Je voudrais rester branchée là-dessus. Et sur cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, après, dedans, on peut discuter comment on fait, comment on s'y prend, comment on reprend les choses. On n'est pas obligé d'adhérer à 100% à l'ensemble des propositions qui sont faites par les organisations qui le portent. Mais en tout cas, on peut y participer. Fondamentalement, ce projet, il part de l'analyse des besoins. C'est-à-dire, contrairement à tout ce qu'on est en train de nous dire au niveau du fait que, voilà, on va nous donner un chèque alimentaire pour être sûr de pouvoir consommer un certain nombre de produits, là, on repart de la question des besoins, avec quand même un présupposé qui est extrêmement important, qui est le fait de savoir que le système productiviste dans lequel on est aujourd'hui produit trop par rapport à ce dont on a besoin. Donc, ce qui veut dire aussi que la prise en compte dans les places où on est les uns, les unes et les autres, c'est quand même aussi de prendre en compte cette dimension de surproduction qui entre dans la question du gaspillage et qui, effectivement, en particulier, on va retrouver dans cette histoire de filière de l'aide alimentaire. Donc déjà, ça, c'est une première chose. C'est comment chacun d'entre nous, à l'échelle des endroits où on habite, on est en capacité de discuter ensemble, démocratiquement, sur la question de nos besoins. Donc ça, c'est une première chose. Et la définition des besoins, ce n'est pas une question économique ou une question environnementale seulement, c'est vraiment une question politique. C'est comment on accepte, les uns et les autres, de pouvoir discuter ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de remettre la question démocratique au cœur de cette façon de réfléchir. C'est-à-dire, où est l'expertise pour décider aujourd'hui de quoi nous avons besoin ? Je suis désolée, mais l'expertise, elle est du côté de nos expériences, à chacun d'entre nous, de nos vies quotidiennes. Je veux dire, chacun d'entre nous, on sait bien comment on fait nos courses, comment on cuisine, où on va acheter, quelle disponibilité on a, etc., etc. C'est-à-dire repartir aussi de cette expérience démocratique qui est celle des savoirs du côté de la vie quotidienne, du côté de la vie ordinaire. Alors c'est vrai, comme par hasard, à chaque fois qu'on démarre ce type de projet, on est beaucoup des femmes. Évidemment, ce n'est pas une grande découverte, mais c'est comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à faire entendre et à faire prendre au sérieux cette question de la démocratie autour des besoins de la vie ordinaire à des échelles de vie de tous les jours. On a du mal à le faire entendre, du mal à se faire respecter sur cette proposition-là. Donc ça, c'est la première dimension. La troisième dimension qui est importante, on s'appuie sur cette expérience de sécurité sociale, du régime général de la sécurité sociale. Donc on a pu expérimenter depuis toutes ces années. Donc on sait aussi qu'il y a des erreurs qui ont été faites qu'on ne va pas refaire. Par exemple, la place de l'industrie pharmaceutique. Donc ça veut dire que quand même du côté de la sécurité sociale de l'alimentation, on va regarder d'un petit peu plus près qu'est-ce que ça veut dire ce système agro-industriel. Moi je fais partie des gens qui pensent aussi qu'on ne résoudra pas la question de l'accès à l'alimentation seulement par la production locale, de proximité, etc., qu'on est bien obligé de se poser la question des filières longues, que probablement les lieux de production, ça ne va pas être simplement le territoire dans lequel j'habite, mais peut-être le territoire d'à côté, peut-être celui d'encore plus loin, et peut-être celui du pays qui est à l'autre bout de l'Europe. Donc l'échelle européenne est également extrêmement importante pour réfléchir l'ensemble de ces questions-là. Et puis, dernière chose, la question du financement. Bon, ce matin, ça a été un petit peu abordé. Donc, le financement de la sécurité sociale, il est fait sur un système de cotisation sociale.
Cotisation sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous acceptons tous et toutes de mettre en commun une partie de nos salaires, une partie de la valeur que nous amenons sur le travail pour pouvoir la redistribuer sous les différentes formes qu'on a déjà évoquées. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est quelque chose qui a à voir avec nos forces de travail. D'accord? Cotisation sociale, ça fait partie de nos salaires. Même aujourd'hui, sur votre fiche de paye, comme vous le voyez, écrit, ça fait partie de ce que vous avez produit en tant que travailleur et travailleuse. Donc ça fait bien partie des choses qu'on décide de mettre ensemble dans une caisse commune pour travailler ça. Dernier point, la question du conventionnement. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Je dis aujourd'hui, quand vous allez chez le médecin, il est agréé et vous n'avancez pas le montant de sa consultation. Là, on va faire pareil. Et donc, cette idée de conventionnement, ça va être de conventionner les acteurs professionnels de la chaîne alimentaire pour rentrer dans ces systèmes de caisse de sécurité sociale. Alors évidemment, dans cette idée de conventionnement, on va y regarder bien évidemment les pratiques qui vont être mises en place, qui vont entrer en résonance avec ce qui est nécessaire d'un point de vue de l'écologie. On va évidemment regarder la question des conditions de travail, parce qu'il y a par exemple quelque chose qu'on aborde peu ici, mais il y a la question de conditions de travail des salariés de l'agriculture. C'est intéressant d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Et je ne vous parle pas non plus de la situation des salariés de l'agro-industrie. C'est un des secteurs d'emploi assez fort dans notre pays. Pour l'instant, on n'a pas réussi à les intéresser à ce projet de sécurité sociale. C'est quand même un vrai problème. Voilà. Et évidemment, les questions de travail de la distribution et de la grande distribution en particulier. Donc voilà. Donc c'est de reprendre en compte l'ensemble de ces éléments-là, et ça ne va pas se discuter de notre point de vue dans un système expert, mais ça doit se discuter aux échelles des lieux de vie où nous habitons les uns, les unes et les autres. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de projet de démocratie alimentaire. C'est comment on reprend la main. Eh bien, on reprend la main aussi par ces systèmes-là. Aujourd'hui, ce projet, il est essentiellement porté par le mouvement social. Voilà. Et je trouve qu'il porte un espoir assez fort. C'est un des rares espaces où on a une alliance qui se fait entre les classes d'âge, entre également les différents de statut social et également entre les différents acteurs de la chaîne professionnelle. C'est un des rares espaces qui redonne de l'espoir, en tout cas, sur la façon de penser la société ensemble pour aujourd'hui et pour demain. Merci Dominique. Donc, effectivement, il faut savoir que selon les chiffres de la FAO, on produit aujourd'hui assez de nourriture pour 12 milliards d'êtres humains, aujourd'hui, maintenant, là tout de suite. Dans les pays riches, le problème, c'est le gaspillage. Dans les pays plus pauvres, le problème, c'est les infrastructures pour stocker, acheminer cette nourriture. Jean-Emmanuel, quand on voit la question de l'offre et de la demande, ça fait parfois penser à un serpent qui se mord la queue. Alors d'où doit venir le changement des offres des industriels ou des demandes des consommateurs, parce que ça revient un peu à ces choix de nourriture dont parlait Dominique. On va revenir un peu aux thématiques dont on a parlé tout à l'heure. Si vous êtes du point de vue de l'entreprise, moi, là encore, ce dont je peux témoigner, c'est que la main sur le cœur, c'est toujours, mais oui, on répond toujours aux demandes du consommateur. Et moi, j'ai quelques doutes sur la véracité de ces affirmations. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Bien évidemment, il faut que l'offre change de façon dramatique et de façon véritable. On va peut-être parler des labels après. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière les labels et comment les entreprises utilisent ou détournent un petit peu ces labels. Mais bien évidemment, je pense que la modification de l'offre, elle est clé dans la modification des comportements. Alors après, bien évidemment, il ne faut pas être caricatural. Je pense que là, on en a parlé un peu au déjeuner. Je pense que l'arbitrage des consommateurs et la façon dont toute classe d'âge, toute classe sociale confondue replace l'alimentation au cœur de leur choix, de leur arbitrage budgétaire. Comment on refait en sorte que l'alimentation et le corollaire qui est la santé
redeviennent des éléments essentiels dans les arbitrages qui sont pris par les foyers. Je pense que c'est aussi un complément de ce qui pourra être fait au changement, à la modification de l'offre. Hein, mais j'insiste sur le fait qu'il y a un acte politique qui est vraiment de faire en sorte que les règles du jeu soient adaptées pour que les entreprises, effectivement, modifient leur offre de façon encadrée, suivie, sincère et vérifiée par des tiers indépendants pour s'assurer que le changement il est vraiment efficace et réel. On avait parlé de l'exemple d'Erta. Tu me disais qu'ils essayaient un peu de végétaliser leur offre plutôt que de tuer tous les petits cochons. Et du coup, c'était de savoir un peu est-ce que ça marche, quelles sont les crispations en interne, eux, à quoi ils font face. En fait, oui, sur cette marque, on avait, avec un certain nombre de collègues, essayé de chiffrer sur du long terme, planifier la part de l'alimentation, d'une offre végétale par rapport à aujourd'hui, je crois que c'était 70 ou 90%, c'était à la fois soit du cochon, soit les sources de protéines, soit cochon, soit poulet. Et on avait fait des projections pour passer à, de mémoire, je pense qu'on était à quelques pourcents sur une offre végétale, et de passer à 10, 20, 30%. Et en fait, on avait modélisé ce que ça pouvait vouloir dire au niveau de l'entreprise, avec toutes les externalités positives que ça pouvait avoir, à la fois sur la santé des gens, sur l'environnement, sur un certain nombre de caractéristiques externes à l'entreprise, sur le business aussi. On avait chiffré comment en termes de résultats, de croissance, ça pouvait aller mieux. Et en fait, on a eu une sorte de barrage au niveau des équipes marketing et commerciales parce que c'était une projection sur du beaucoup trop long terme. Et donc, ça a été très compliqué d'aller plus loin alors qu'on avait énormément d'arguments pour faire en sorte que l'entreprise prenne vraiment le taureau par les cornes et que tout à l'heure, ce matin, on en a parlé, un des axes de changement majeurs qu'on a tous à notre échelle, c'est de changer notre régime alimentaire. Et donc, c'est une très grosse déception de ma part de ne pas pouvoir mobiliser en interne pour prendre un petit peu la tête d'un certain nombre d'industriels sur cette thématique. Mais on aura essayé, mais pour le moment sans succès. Merci. Justement, sur la question de la végétalisation, les greniers d'abondance ont parlé du scénario TIFA ce matin, 10 Years for Agroecology, que j'invite vraiment tout le monde à lire. Il y a aussi le CNRS qui a sorti une étude en juin 2021 qui disait qu'on pouvait atteindre l'autonomie alimentaire de l'Europe en végétalisant notre alimentation et en supprimant les engrais azotés et avec une population grandissante. Du coup, Benoît, comment peut-on créer des politiques qui favorisent ce type de projet agricole territorial européen ? Les idées, on les a. Ce qui manque, c'est l'audace et le courage politique. C'est-à-dire que les scénarios et TIFA en fait partie, et j'étais avec Xavier Pou hier soir, donc voilà, je suis très proche de ce que peut raconter l'IDRI et le scénario TIFA là-dessus. Donc les scénarios, ils existent, ils sont pertinents, ils sont réalistes et ils nous permettraient de sortir de ces logiques dont on constate la vulnérabilité. On en a parlé dans le premier tour de parole. Ça veut dire qu'il faut qu'on réoriente les politiques publiques, qu'on les redéploie, et qu'on les redéploie à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on a à l'échelon européen une politique majeure qui représente plus du tiers du budget total de l'Union européenne, qui s'appelle la politique agricole commune. Et la politique agricole commune, aujourd'hui, continue de distribuer des subsides publics, de vos impôts, mesdames et messieurs, pour soutenir l'agriculture la plus productiviste, la plus intensive, et celle qui génère le plus de coûts externalisés. Vous allez voir pourquoi je parle de ça, parce que mon propos va être complémentaire à ce que vient d'expliquer Dominique sur la sécurité sociale alimentaire. Et ce que je vais dire, ce n'est pas en opposition de ce que vient de dire Dominique, c'est en complément de ce qu'elle dit, pour attraper le sujet encore plus en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à cette politique agricole commune, on est sous le régime d'une triple peine. La première peine, c'est qu'on continue de perfuser avec l'argent public le modèle agricole dont plus personne ne veut. C'est-à-dire celui qui nous éloigne de la souveraineté alimentaire telle que l'a décrit Stéphane. Celui qui nous éloigne d'une agriculture qui a rendez-vous avec l'histoire sur le sujet du climat, sur le sujet de la biodiversité, sur le sujet de notre santé. Parce que l'agriculture est
victime du changement climatique, mais aussi responsable du changement climatique, moi je dis même coupable, mais peut être la solution, sauf qu'il faut qu'on oriente les pratiques agricoles dans ces logiques-là. Et puis sur la santé, c'est plus à démontrer, le lien alimentation-santé, le lien pesticides-cancer, il y a plein d'études qui nous font la démonstration qu'il faut qu'on arrête avec cette agriculture-là. Et puis sur la biodiversité, des études montrent que 70% des pans de biodiversité d'insectes ont disparu à cause de l'usage des pesticides et des engrais de synthèse, 40% des pans de cortèges d'oiseaux ont disparu à cause de l'agriculture qui mobilise beaucoup de pesticides et d'engrais de synthèse, et pourtant, plus du tiers du budget total de l'Union européenne perfuse économiquement cette agriculture-là, qui, sans les aides publiques, disparaîtrait probablement, puisque la majorité du revenu des agriculteurs aujourd'hui, malheureusement, c'est ces subsides publics. Et donc, on continue de les perfuser, de les tenir la tête hors de l'eau. Du coup, ils ne disparaissent pas. Ça, c'est le premier volet de la triple peine. Le deuxième volet, c'est le fait que on doit engager, et c'est là où c'est complémentaire à ce qu'a dit Dominique, on doit engager des politiques publiques curatives. C'est-à-dire que cette agriculture dont je viens de décrire les désastres sur le plan du climat, de la biodiversité, de la santé, on peut parler aussi de l'absence de renouvellement des agriculteurs, parce que cette politique agricole commune est aussi à l'origine de la disparition des agriculteurs. On a vu disparaître 50% des agriculteurs en 20 ans. On va probablement voir disparaître encore 50% des agriculteurs dans les 5 ou 10 prochaines années. Et c'est précisément cette politique publique qui active cette manœuvre-là. Donc on a cette difficulté de cette politique publique qui est pas du tout calée avec les attentes sociétales. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il faut replacer ce débat agricole et alimentaire dans un véritable débat de société et le retirer des pattes du corporatisme agricole où la FNSEA verrouille, encore une fois, moi j'y vais, la FNSEA verrouille tous les espaces de décision, que ce soit à la SAFER pour l'accès au foncier, que ce soit aux agences de l'eau pour l'eau, que ce soit au Crédit Agricole, que ce soit à la coopérative, que ce soit aux chambres d'agriculture. Ils sont là, ils verrouillent tous les espaces de décision. Donc il faut sortir de ces logiques-là. Mais surtout, et c'est là où c'est déterminant, c'est qu'on doit engager des politiques publiques curatives qui sont horriblement chères. Pour réparer la ressource en eau, on a un rapport du Conseil général de l'écologie et du développement durable qui nous dit que parce que l'agriculture, qui reçoit beaucoup d'argent public, utilise massivement des pesticides et des nitrates, il faut qu'on engage chaque année entre 54 et 91 milliards d'euros en France. En France, pour retrouver de l'eau potable. C'est entre 5 et 9 fois la PAC. Est-ce que vous mesurez l'enveloppe publique nécessaire issue de nos impôts pour porter une politique curative qui est à l'origine, enfin, dont les pratiques agricoles sont en amont soutenues par une politique publique qui s'appelle la politique agricole commune. Donc c'est le deuxième volet de la triple peine. Et pour revenir au lien avec la sécurité sociale alimentaire, c'est que si demain, et c'est pour ça que je parlais d'audace et de courage politique, on avait le courage et l'audace politique d'attraper ces enveloppes publiques pharaoniques qui existent sans rajouter un centime de fiscalité supplémentaire, non plus dans des solutions curatives dont on aura toujours besoin tant qu'on ne s'attaquera pas à la cause et donc à l'utilisation des pesticides et des engrais de synthèse, et qu'on disait stop, on arrête, c'est plus tenable pour le contribuable. C'est le récit qui consiste à dire les produits agricoles peu chers qu'on trouve dans les grandes enseignes, c'est pour satisfaire les besoins alimentaires des plus modestes foyers. C'est plus possible de tenir ça parce qu'en vérité, ces produits réputés peu chers, quand on y adosse ces politiques publiques curatives, sont hors de prix. Le jour où on applique scrupuleusement le principe pollueur-payeur, cette agriculture-là doit mettre en marché la laitue à 17 €. Vous m'avez bien entendu ? 17 €. Combien d'entre vous peuvent continuer de payer des laitues 17 € aujourd'hui ? Alors que la laitue issue de l'agriculture biologique coûte 1 € et définitivement 1 €. Donc utilisons cette enveloppe publique sans rajouter un centime de fiscalité supplémentaire et utilisons-la pour rémunérer. Alors je ne suis pas académicien, mais les mots comptent. On sort d'une logique de subvention où les agriculteurs ont parfois l'impression d'être des assistés, où on soutient artificiellement leurs revenus, ce que je disais tout à l'heure, on les maintient par une perfusion économique la tête hors de l'eau, et on utilise cette enveloppe pour les rémunérer, parce qu'ils prennent soin de l'intérêt commun, parce qu'ils prennent soin du climat, parce qu'ils prennent soin de la biodiversité, parce qu'ils prennent soin de notre santé. Et là, on a un levier vraiment efficace pour que
il n'y ait plus de questions à se poser sur la qualité de l'alimentation qu'on propose, et c'est là où je te rejoins Dominique, quel que soit l'endroit où on va chercher notre nourriture, on n'a plus besoin de Nutri-Score, vous pouvez foutre votre application Yuka à la poubelle. C'est terminé, on n'en a plus besoin le jour où les politiques publiques soutiennent des pratiques agricoles absolument vertueuses. Et le troisième volet, j'ai fini, de cette triple peine, c'est qu'une fois qu'on a alimenté la PAC avec vos impôts, mesdames et messieurs, une fois qu'on a soutenu les politiques curatives avec vos impôts, mesdames et messieurs, eh bien, le troisième volet, c'est qu'on n'a plus d'argent pour soutenir une agriculture qui pourrait se réinventer, une agriculture qui pourrait être dans la transition agroécologique et qui pourrait allumer véritablement le cercle vertueux d'une alimentation saine pour tous, juste, et qui satisfasse l'enjeu du climat, l'enjeu de la biodiversité, l'enjeu de notre santé, d'un revenu digne et décent pour les paysans et du renouvellement des générations d'agriculteurs. Donc c'est manichéen. On a aujourd'hui un cercle vicieux où on met beaucoup d'argent public sur la table et avec la même argent public, on pourrait soutenir le cercle vertueux qui satisfait tous ces enjeux. Donc c'est ça la réalité des enjeux qui sont sur la table et ça nécessite un peu d'audace et de courage politique. Et alors, ça tombe bien, on est à Lyon. Justement sur l'audace et le courage politique. Est-ce que tu peux nous parler des combats que tu mènes au sein du collectif Secret Toxique contre les pesticides avec la directive qui doit être votée en juin ? Alors c'est aujourd'hui une directive, alors dans le vocabulaire il y a toujours des choses merveilleuses, c'est une directive qui s'appelle Directive pour l'utilisation durable des pesticides. Donc là, déjà, vous avez tout compris, utilisation durable des pesticides, c'est merveilleux. C'est une directive aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure pour la directive cadre européenne sur l'eau, dans la directive cadre européenne sur l'eau, le principe pollueur-payeur, il est inscrit dans cette directive, sauf qu'on voit bien que l'exercice favori des États membres, c'est de toujours négocier des dérogations pour ne jamais mettre en place ce qui est écrit dans la directive. Donc le principe pollueur-payeur, vous en seriez rendu compte s'il existait, il n'existe pas, on paye très cher la réparation de la ressource en eau, mais le principe pollueur-payeur n'existe pas. Et donc là, on a une directive qui, effectivement, aujourd'hui, invite les États membres à une utilisation durable des pesticides, voilà, comme si c'était possible. Donc on va dire à une utilisation, moi je dirais plus responsable des pesticides, et la seule utilisation responsable, c'est de ne plus en utiliser. Et aujourd'hui, on évolue vers une réglementation sur l'usage des pesticides, qui vise à donc essayer d'un peu mieux réglementer tout ça. Sauf qu'il faut qu'on s'attaque, et c'est ce qu'on fait avec Secret Toxique, encore une fois, aux causes de la difficulté pour lesquelles les pesticides posent des problèmes, bien sûr de santé publique, mais aussi de dégradation du climat, mais aussi d'effondrement de la biodiversité. Et donc, s'attaquer à la cause, c'est s'attaquer à la façon dont on évalue les molécules et les spécialités commerciales avant l'autorisation de mise en marché. Or, aujourd'hui, comment ça se passe ? Une firme au hasard comme Bayer, demande l'homologation au hasard une molécule qui s'appelle le glyphosate, et c'est elle qui produit l'évaluation de la molécule, et propose la déclinaison de l'utilisation de cette molécule au travers de l'évaluation d'une seule spécialité commerciale, alors qu'il peut y en avoir des centaines, avec des coformulants qui sont rarement évalués à leur juste niveau de toxicité. Donc ce qu'on fait avec Secret Toxique, c'est qu'on dénonce à la fois l'absence d'évaluation indépendante, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, l'absence d'une évaluation des coformulants qui pour certains sont nettement plus dangereux que la molécule active elle-même. L'absence d'évaluation des métabolites de décomposition, c'est-à-dire qu'une molécule comme le glyphosate est loin d'être la plus dangereuse, faut se le dire. Sauf que cette molécule se dégrade, c'est une molécule très instable, en plusieurs métabolites de décomposition, dont certains sont nettement plus dangereux que le glyphosate lui-même, sauf que c'est jamais évalué puisque c'est un métabolite de décomposition et qu'on ne le trouve pas dans le bidon quand vous achetez du Roundup par exemple. L'autre sujet, c'est l'effet cocktail, c'est-à-dire que je viens de vous parler des molécules elles-mêmes, des métabolites de décomposition, et quand ils sont dans le milieu naturel, les deux cohabitent, et des coformulants qui sont aussi en cohabitation. Et l'effet cocktail de ce cocktail magique, et c'est pas un mojito, je peux vous assurer que c'est juste un désastre. Et en plus, on évalue ça que à très court terme, sur le milieu terrestre, sur le milieu aquatique, et par exemple, jamais sur le milieu marin. Moi, je viens du bord de la mer. Quand je vois l'effondrement de l'écosystème marin à cause des pollutions qu'on trouve en mer, et qu'on regarde d'où viennent les pollutions,
80% des pollutions qui sont à l'origine de l'effondrement de l'écosystème marin sont d'origine agricole. Et à aucun moment, les agences sanitaires évaluent le poids de l'utilisation de ces substances sur les bassins versants où l'eau va finalement finir à la mer et récupérer, alors là dans un grand cocktail, toutes les molécules qu'on a utilisées. Et donc ce qu'on fait avec Secret Toxique, c'est qu'on a des études indépendantes, des études scientifiques indépendantes robustes qui font la démonstration de tous les écueils, et le mot est faible, de toutes les errances dans ces évaluations. Et donc l'objectif de Secret Toxique, c'est de porter plainte à la Cour de justice européenne contre la Commission européenne, qui est le garant normalement de la bonne réglementation au niveau de l'homologation des pesticides, puisque objectivement, et c'est la Cour de justice européenne qui le dit déjà en 2019, aujourd'hui on n'est pas en conformité avec la réglementation européenne sur ce sujet-là, et d'attaquer les agences sanitaires en disant vous ne faites pas votre boulot, ne serait-ce que sur l'évaluation à long terme. Et donc là, on est sur un enjeu de santé publique, bien entendu, mais aussi de biodiversité et de changement climatique. Et donc c'est ça, Secret Toxique. J'ai de la documentation pour ceux que ça intéresse, et je pourrais vous en laisser. Mais c'est ça, l'actualité pour 2022, sur fond d'évolution de cette directive en réglementation sur l'utilisation durable des pesticides. On en a parlé un petit peu, Monsieur Bluet, de l'échelle territoriale par l'échelle industrielle. Je pense que vous, dans la salle, vous avez tous dû voir passer ça la semaine dernière. Il y a des étudiants d'AgroParisDec qui ont fait le buzz en lançant un appel à déserter. Et ça remet un petit peu en cause tous ces labels dont vous parliez, que vous avez évoqués tout à l'heure et dont vous vouliez parler un petit peu là aujourd'hui. Un des échecs tonitruants peut-être le plus récent, ça a été Bicorp avec Emmanuel Faber de Danone. Je voulais bien qu'on revienne sur cette expérience. Sur cet épisode, oui, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, oui, Danone était engagé dans une transformation. Alors on peut probablement évaluer que c'était pas assez fort et pas assez rapide, mais c'est vrai que dans le monde de l'industrie, ils étaient quand même leader, et tout ça a été porté par la personnalité d'Emmanuel Faber. Encore une fois, moi je l'ai pas rencontré personnellement, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu ou l'ont écouté parler, mais je pense qu'il était vraiment habité par une certaine sincérité de faire évoluer son entreprise, et notamment, c'est ce qu'on avait évoqué ensemble, l'utilisation d'un label que vous connaissez peut-être, Bicorp, qui est un des labels pour les entreprises qui s'engagent, qui est probablement le plus complet, puisqu'il touche à la fois aux résultats, enfin à des exigences de moyens, mais aussi sur la gouvernance, sur la raison d'être de l'entreprise, pourquoi elle est là. C'est quelque chose qui aide à faire évoluer les entreprises vers des statuts d'entreprise à mission, qui, de mon point de vue, devrait être quelque chose de beaucoup plus obligatoire pour les entreprises. Bien sûr, rémunérer les actionnaires, c'est un objectif louable, mais je pense qu'on est dans une dérive absolue de ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit l'augmentation des inégalités partout dans le monde, et dans chacun des pays. On ne peut pas dire que le système évolue de façon durable. Donc tout ce type de label, je pense, enfin, ce genre de label est intéressant pour accompagner les entreprises et faire en sorte surtout que ce ne soit pas de l'autodéclaration. Un des objectifs des labels, alors je parle de Bicorp, mais il y en a un autre en France qui s'appelle Lucie, qui est pas mal aussi, et puis tous les labels que vous connaissez par filière. Et le point que je voulais illustrer, c'est qu'effectivement, en allant sur cette direction et en emmenant son entreprise dans cette tendance, Emmanuel Faber s'est mis à risque et il a été débarqué par les actionnaires, ce qui prouve un peu mon premier point, c'est-à-dire que la boussole principale de ces grosses structures reste quand même un objectif financier. Et donc le gros problème, et qui devra être résolu par la complémentarité d'actions à l'intérieur des entreprises et à l'extérieur avec un certain nombre d'actions politiques, c'est vraiment de revoir les règles du jeu, et de faire en sorte que la boussole ne soit pas une seule boussole financière. Donc la vraie question, parce que je pense qu'on est tous dans cette salle à peu près d'accord sur un certain nombre de directions vers lesquelles on veut aller et de la façon dont on souhaiterait le faire, sauf que oui, l'alimentation aujourd'hui c'est encore 70 à 80% la grande distribution et des acteurs industriels importants. Donc comment on arrive à faire bouger ça? Comment on arrive à faire en sorte que cette problématique de la sécurité alimentaire, de l'alimentation,
devienne un enjeu majeur et qu'un certain nombre d'acteurs économiques, ceux qui seront les plus réalistes, ceux qui arriveront à ouvrir les yeux, je pense que c'est vraiment une question de réveil. Et j'en reviens au point dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une vraie problématique de proximité. Comment voulez-vous comprendre les problèmes que vous décrivez si les gens ne mettent jamais les pieds dans les fermes, jamais les pieds dans les parcelles? C'est des problématiques qui sont beaucoup trop lointaines. Donc les labels, c'est un des enjeux, mais l'enjeu numéro un, et c'est une des choses très modestement que j'ai, je pense, réussi à faire. J'arrivais à emmener un certain nombre de dirigeants de l'entreprise dans les parcelles, rencontrer des fournisseurs, rencontrer des agriculteurs. Et je pense que ça a permis de faire évoluer de façon partielle la politique d'approvisionnement de Nestlé. Il y a des programmes qui existent, qui continuent sur la protection des sols, sur l'agriculture biologique. Donc il y a des choses qui se font, de mon point de vue, bien insuffisantes. Ça ne suffira pas à changer la donne. Donc il faut une complémentarité des actions. Et je pense que c'est le sens de cette table ronde, c'est de montrer qu'il faut agir à tous les niveaux, et à la fois des actions politiques et économiques. Et sur les actions territoriales, tu m'avais parlé du rôle, du choix de la restauration collective, notamment, qui te paraissait un levier important à soulever. Oui, alors c'est un des enjeux. Chez Nestlé, ça faisait partie des divisions avec lesquelles, enfin des business units avec lesquelles j'ai travaillé. Et en travaillant maintenant, en ayant quitté le groupe et en travaillant avec les collectivités territoriales, je pense que c'est un des enjeux très importants. Si vous regardez la part d'alimentation qui se fait hors du domicile, on a un levier extrêmement important à travailler sur ces enjeux-là. Là aussi, je pense qu'il faut sortir d'une logique où vous avez quelques très gros groupes qui assurent une large partie de la restauration, les Elior et les Sodexo et autres, et arriver avec la même logique que celle que je décrivais sur la grande distribution, à faire évoluer à la fois ces groupes et à faire émerger des solutions locales, beaucoup plus proches des producteurs, refaire cette complémentarité, enfin retisser cette complémentarité, y compris pour l'alimentation hors domicile. Donc c'est, je pense, une chose auquel on ne pense pas forcément toujours, mais pour les territoires et les collectivités et pour les agriculteurs, c'est un débouché, je pense, important à intégrer. Sur la question de la relocalisation, je voulais te poser, Benoît, la question des traités et des accords de libre-échange qu'on n'a pas encore évoqués, qui me paraît quand même crucial comme frein et comme levier à débloquer à la fois pour relocaliser la nourriture et permettre aux agriculteurs européens que leurs concurrents internationaux soient soumis aux mêmes règles. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on appelle les mesures miroirs, c'est-à-dire l'idée que quand on importe des produits qui viennent d'un territoire hors de l'Europe, on impose à ces produits qu'ils aient les mêmes règles à respecter que les producteurs qui sont au cœur de l'Union européenne. Alors là, moi je ne suis pas médecin, mais je soupçonne quand même Monsieur de Normandie d'être un peu schizophrène, puisqu'au moment où on a négocié ça dans la PAC, dans l'Organisation commune des marchés, qui est un des volets importants de la PAC, il a tout fait pour les détruire, et quand la France devient présidente du Conseil, bizarrement, il en fait le cheval de bataille. Nous, on va œuvrer pour les mesures miroirs. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc ça, c'est une des premières solutions. En revanche, les accords de libre-échange télescopent complètement cette idée-là. C'est-à-dire que dans les accords de libre-échange, et on l'a vu avec le Mercosur, mais il y a plein d'autres exemples, on voit bien que l'agriculture est la variable d'ajustement. C'est-à-dire que dans les accords du Mercosur, l'enjeu agricole il est forcément central, puisque les pays du Mercosur sont tournés vers une économie qui dépend des activités primaires et donc alimentaires. Et donc c'est leur monnaie d'échange pour pouvoir négocier avec l'Europe, par exemple, qui, elle, a envie de vendre des Airbus, des Mercedes. Et donc c'est forcément la monnaie d'échange, c'est la possibilité de faire entrer sur le territoire européen des denrées alimentaires, puisque c'est l'économie dont ils disposent pour pouvoir satisfaire la volonté de ces grandes firmes comme Airbus et Mercedes de vendre des véhicules et des avions sur ce territoire-là. Donc c'est ça toute la difficulté, c'est que la problématique de l'agriculture et de l'alimentation, c'est la variable d'ajustement dans la négociation de ces accords de libre-échange. Et donc c'est la raison pour laquelle nous on demande, les écologistes au Parlement européen, que l'agriculture, l'alimentation sortent de ces accords de libre-échange, de manière à ce que ce soit plus cette monnaie d'échange qui fait que, par exemple, sur fond de conflit entre Boeing
et Airbus, eh bien, on s'engage à importer 35 millions de tonnes de viande bovine américaine, paraît-il de qualité, c'est marqué comme ça. Mais ça a été, encore une fois, la monnaie d'échange pour dire on éteint le conflit qu'il y avait entre Boeing et Airbus. Et puis, autre sujet, et j'arrêterai là-dessus parce que je vois l'heure qui tourne, mais on parle de souveraineté, on parle d'autonomie. Encore une fois, j'entends M. Macron, M. de Normandie nous dire on va bosser, la main sur le cœur, hein, on va bosser sur l'autonomie protéique de l'Union européenne et de la France. Mais qui commence par le début. Qui commence par le début, c'est-à-dire que depuis 1992, on a un accord qui s'appelle l'accord de Blair House, qui a été reversé dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce en 1995, qui limite en Europe les surfaces en protéines à 5,2 millions d'hectares. La souveraineté protéinique en Europe, c'est entre 15 et 18 millions d'hectares. Donc s'ils veulent vraiment avancer sur la souveraineté protéinique de l'Union européenne et de la France, qu'ils prennent leur bâton de pèlerin, qu'ils relancent des discussions multilatérales et qu'ils disent « l'accord de Blair House, c'est terminé. Nous, on veut notre autonomie protéinique. » Et donc là, ils nous racontent des beaux discours pour faire dormir les enfants le soir. Ils nous disent qu'ils vont mettre en place des politiques ambitieuses pour atteindre la souveraineté protéinique, sauf qu'ils n'y arriveront pas tant qu'ils n'auront pas commencé par le début. Et ils n'en parlent jamais. C'est l'extinction, l'arrêt de cet accord de Blair House qui nous bloque depuis 1992. Donc voilà, enfin, vous sentez que je suis un peu agacé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais parce que ces gens-là qui avec leur grand discours, nous donnent l'impression d'être effectivement là au cœur de l'actualité, sont en vérité, le mot est fort, mais c'est des imposteurs. Parce qu'à un moment donné, ils ont le pouvoir, ils peuvent changer les choses et ils ne le font pas. Non, c'est excessif, mais c'est la vérité. C'est peut-être excessif de les traiter d'un imposteur, mais la vérité, c'est qu'à quel moment M. Macron et M. de Normandie vous ont parlé de l'accord de Blair House? Jamais. Est-ce que vous avez quelques questions? Je ne vais pas pouvoir en prendre beaucoup, mais je vais essayer d'en prendre au moins 3. Comme il n'y a pas beaucoup de producteurs, de productrices, je reprends la parole par rapport à ce matin. Moi, je vais être un peu plus terre à terre, mais sur la sécurité alimentaire. Nous, on est régis, nos gendarmes, c'était pour répondre, j'aurais dû répondre à Stéphane tout à l'heure. Nos gendarmes, à nous, paysans, ça s'appelle la direction de la protection de la population. Ça, c'est génial. Donc, on se dit, c'est génial, ça protège la population, donc on va pouvoir donner des bons aliments. Et en fait, il se trouve que, par exemple, si on produit des œufs, comme moi, entre autres, et que pour avoir des œufs toute l'année pour mes clients, il faut que j'en ai un peu trop à un moment, puisque c'est pas comme des chaussures, je peux pas arrêter la production quand j'en ai trop, mes poules continuent à pondre. Donc je voulais donner mes œufs à la cantine que je dirigeais en tant que parent d'élève et tout ça, à peu près à 200 mètres de mon exploitation. Et donc la direction de la protection de la population, pour protéger la population, m'interdit de faire ça. C'est absolument interdit. Et donc le bon sens paysan que j'ai acquis auprès de mes bêtes me dit que c'est quand même un peu spécial. Et pour avoir fait pour la petite histoire, parce que c'est quand même intéressant, j'ai fait les archives de la cantine de mon petit village. Et avant-guerre, ils tenaient un registre où les parents d'élèves qui laissaient leurs enfants, tous les paysans laissaient leurs enfants à la cantine à midi, ils pouvaient payer la cantine en quelque sorte en donnant des produits agricoles. Ça, c'était le vrai bon sens paysan, qui s'est perdu. Et pour répondre à la question, est-ce que c'est politique ou économique? Moi, je dis que c'est politique, parce que nous, on détruit nos élevages parce qu'on donne des œufs ou qu'on veut vendre des œufs bio, en l'occurrence, aux enfants de la cantine. Et ça, c'est typiquement des règles politiques qu'il faut changer. Donc si on ne peut pas localement, mais on ne peut pas faire plus local, donner, même pas vendre, hein, donner des œufs ou d'autres produits en excès à nos enfants dans les cantines, je pense que ça, là, c'est politique, il faut faire quelque chose. Bonjour, moi, c'est plus une remarque qu'une question. Donc, je travaille à la communauté de communes Saône-Beaujolais sur le projet alimentaire territorial. Et j'ai trouvé cette journée vraiment très intéressante. Mais du coup, je repars un peu en me disant, OK, faut changer d'échelle, faut accélérer les choses. Mais quand je reviens dans ma collectivité, avec le quotidien et
parfois aussi, les collectivités, j'ai l'impression que c'est aussi un panier de crabes avec les intérêts internes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on connaît, je pense, toutes et tous ces problématiques-là. Voilà, je m'interroge sur peut-être une suite de cet événement, peut-être voilà, j'ai une cohérence pour porter les actions à une échelle plus haute, on va dire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse, mais merci. Je pense que sur la suite de la journée, je laisserai les greniers d'abondance répondre. Par contre, je vais juste tendre le micro à Dominique, qui cherche des territoires pilotes. Donc c'est peut-être un début de réponse, si elle veut expliquer. Moi, je travaille sur ces questions de démocratie alimentaire maintenant depuis à peu près 14-15 années. Donc j'ai vu aussi comment le sujet s'était mis en place dans ce pays, comment les gens se l'étaient approprié. Voilà. Donc des initiatives autour de ces questions alimentaires, aujourd'hui il y en a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a une créativité autour de cette question-là qui est assez forte. On ne l'a pas d'ailleurs qu'en France, hein, parce que si on regarde à l'échelle européenne, on voit que dans tout un tas de pays, ces questions autour des initiatives reprises en main par la société civile est vraiment assez centrale. Donc ça, je trouve que c'est un indicateur extrêmement important, même si on est dans des systèmes avec des réseaux d'influence un peu complexes, les rapports de pouvoir habituels, et en particulier les rapports de domination qu'on connaît par cœur, qui sont celles, par exemple, la hiérarchie des savoirs. C'est un truc auquel moi je tiens beaucoup, c'est comment on élimine une partie des savoirs sur ces questions d'alimentation, la domination des hommes sur les femmes, la domination aussi des rapports de classe, la domination par rapport aux origines culturelles. Donc je veux dire, aujourd'hui, ces questions-là, elles sont présentes aussi autour de ces questions d'initiative. On a eu à un moment donné dans ce pays des choix politiques qui ont été faits, comme par exemple celui des allocations familiales. Voilà. Qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui d'avoir un choix politique sur le modèle des allocations familiales à travers une distribution du même ordre, d'une allocation alimentaire dont la vocation va être de soutenir et en tout cas de faire en sorte qu'il y ait cette transformation. Ça, si je dis ça, d'abord c'est pour dire que c'est possible. En plus, avec tous les éléments de sous que tu nous as donnés, Benoît, on voit que c'est possible. On a besoin de 140 milliards pour mettre ça en place, donc apparemment on les a. Donc on pourrait le mettre en place et on voit bien ce que ça induit dans la vie de tous les jours. Et en particulier, ça induit un pouvoir que nous n'avons pas aujourd'hui, qui est le pouvoir sur l'offre alimentaire. Et on a beau faire ce qu'on veut, je veux dire aujourd'hui, l'offre alimentaire, elle est du côté essentiellement des organisations et des grosses entreprises privées. Donc on n'a pas la main dessus, même si on a un certain nombre de personnes qui travaillent activement à ce que ça bouge. Ça n'empêche que, voilà. Donc à travers des dispositifs de cet ordre-là, on pourrait bouger là-dessus. Et la troisième chose ou deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir, non pas politique agricole, on a vu où ça nous menait, mais bien évidemment politique alimentaire, et un peu plus que ça, c'est-à-dire essayer de penser l'alimentation autrement qu'à travers les denrées alimentaires, mais peut-être penser politique des systèmes alimentaires durables. Et donc, si on y va de cette façon-là, évidemment, il faut qu'on l'ait à l'échelle européenne. Donc, il faut arrêter de discuter dans le cadre de la PAC. À mon sens, il faut arrêter d'aller discuter dans ces instances-là d'alimentation. Ça suffit, c'est fini. Ras-le-bol, quoi. Je veux dire, on est dans des systèmes qui sont fermés, dans lesquels on n'arrive pas à poser ces questions-là. Donc il faut le poser ailleurs. Ça veut dire que dans un pays comme le nôtre, moi, je veux dire, si j'étais présidente de la République, mais ça ne risque pas d'arriver, la première chose que je ferais, c'est de supprimer le ministère de l'Agriculture. Et par contre, je boosterais à fond la caisse une façon de réfléchir le service public de l'alimentation en prenant en compte les questions de sécurité. Et bien évident qu'à partir de ce moment-là, on voit les choses autrement. Et on se rend compte, quand on travaille à des niveaux d'échelle territoriale, qu'on a effectivement déjà beaucoup de choses, beaucoup d'outils, beaucoup de dispositifs, beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là. Mettons simplement déjà tout ça au service d'une politique des systèmes alimentaires durables, et je vous assure que ça transforme déjà beaucoup les choses. Pour pouvoir instaurer ça, la question du droit à l'alimentation est extrêmement importante.
On est dans un pays qui fonctionne dans une démocratie par le droit, par la loi. Et donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, cette question du droit à l'alimentation, donc nous on qualifie de durable, du coup, est extrêmement importante. Et pour l'instant, ces questions autour du droit à l'alimentation durable sont des choses qu'on n'arrive pas trop à faire entendre parce qu'on est dans des pays qui pensent que le droit à la santé englobe cette question de l'alimentation. Voilà. Donc, vous voyez, les combats politiques, ils sont là, quoi. Ils sont là très fortement. Moi, j'ai vu un changement radical, en tout cas dans les milieux professionnels, et en particulier des techniciens et des techniciennes des institutions publiques. On a vu un changement extrêmement fort, en particulier sur les 5 dernières années, avec un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont complètement conscients de ces questions-là et qui les mettent au travail à partir des missions dans lesquelles vous êtes. Je me doute bien que vous ne pouvez pas faire les choses autrement. Ça, je le comprends bien. Mais vous voyez bien que pour que les choses puissent avancer, ça ne peut se faire aussi que si ça c'est relié à la question démocratique et que si effectivement c'est partagé par nous tous et nous toutes et l'ensemble des gens, en particulier, qui sont régulièrement exclus des espaces délibératifs, et Dieu sait qu'il y en a un paquet. Voilà. Je vais conclure rapidement pour qu'on ne prenne pas trop de retard sur la fin de la journée. Donc j'espère que vous l'aurez compris, l'agriculture et l'alimentation ne sont pas des variables d'ajustement des politiques publiques ou des façons d'aménager le territoire. C'est un enjeu central. Je voulais rappeler quelque chose, c'est que tous les scientifiques nous prédisaient que la décennie 2020-2030, elle est cruciale pour limiter les dégâts. Vraiment, là, on n'en est plus à se dire ça va bien aller. Non, ça va pas. On limite les dégâts. Il faut quand même ça se l'acter une fois pour tous parce qu'on n'est pas toutes et tous d'accord sur le constat. Le dernier rapport du GIEC nous disait qu'il faut qu'on atteigne idéalement le pic des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025. C'est dans 3 ans. Donc quand ils disent c'est dans 3 ans, c'est pas dans 3 ans qu'on commence à faire quelque chose, c'est vraiment maintenant tout de suite. J'ai participé récemment à une conférence avec plein de médias et des gros médias qui étaient tout ébobis de découvrir que les citoyens et citoyennes, quand ils leur ont posé la question « Qu'est-ce que vous voulez traiter comme sujet pour les présidentielles ?», le premier truc qui revenait, c'était « On veut de la démocratie participative. On a des idées, on a envie de faire des choses. » On n'est pas du tout impliqué dans les décisions sur nos territoires. Et il y a en ce moment en France une vraie crise de confiance démocratique. Il y a un vrai écart entre vous tous, beaucoup de personnes qui êtes là, qui travaillez au sein de ces institutions, de ces administrations, et les administrés, qui sont en fait les citoyens, et qui ont envie de prendre part à tout ça. Je sais aussi que vous manquez cruellement de moyens pour mettre en place tous les projets que vous aimeriez mettre en place. Moi, j'ai eu la chance de faire partie, quand j'étais à Grenoble en 2017, de la commission de rédaction du PAT, du territoire de Grenoble, en tant que citoyenne bénévole. Ça a été une expérience transformatrice et je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts à donner du temps, de l'énergie et surtout qui ont besoin qu'en fait, il y ait des événements qui soient organisés, surtout là, après ces 2 ans de vie numérique derrière nos écrans confinés. Les gens, ils sont perdus, ils ne savent plus où se retrouver. Je pense que là, c'est aussi aux élus de recréer ces agoras politiques citoyennes, ces espaces de parole, ces ateliers. Ça paraît fastidieux, mais je pense qu'au final, c'est vraiment ce qui va manquer sur une échelle territoriale pour impulser des projets qui soient appropriés en fait par l'ensemble des populations qui habitent sur le territoire et plus seulement de façon pyramidale les élus qui décident pour les administrer. On a vraiment besoin de ça, urgemment. Et je remercie les Greniers d'Abondance de travailler tous les jours à œuvrer dans ce sens-là sur les territoires. Et je remercie vous tous et les intervenants autour de moi d'avoir apporté vos lumières et vos intérêts pour ces sujets qui nous tiennent tous à cœur. Merci.